Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h29, nous sommes un tout petit peu en retard ce matin. C'est pas grave, pour parler histoire. Et nous sommes donc le 25 décembre et nous allons parler, bien entendu, aujourd'hui le 25 décembre, de... Noël. Non, des vedettes de Cherbourg, mais bon, des vedettes de Cherbourg qui sont parties du port de Cherbourg dans la nuit de Noël. Ouais, c'est un cadeau d'ailleurs. Hein. Ouais, on l'a bien payé. Hein. Alors nous sommes en 1969, Noël 1969, il est 2h du matin. Et dans le port de Cherbourg, eh bien, on a le moteur de 5 vedettes de guerre qui ont été construites par les chantiers de Normandie qui retentissent. Quelques minutes plus tard, ces vedettes filent vers le large alors que personne ne s'en émeut. Et en fait, il s'agit d'un vol organisé. Comment cette incroyable opération a-t-elle été possible ? Une affaire d'État qui ébranle la présidence de De Gaulle et le gouvernement dirigé par Georges Pompidou. Alors pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut repartir un petit peu en arrière. Et repartons dans les années 50. Eh bien, dans les années 50, on a des relations franco-israéliennes qui sont extraordinaires. On appelle ça la Grande Alliance. C'est des intérêts communs des deux pays. Charles de Gaulle Charles de Gaulle, il n'est pas là. Entre 1955, il n'est pas là. Il est plus là. Non, Charles de Gaulle, il est là en 45-49, si je ne me trompe pas. Et puis après, il se retire pour être rappelé en 59. D'accord. Et donc... en 58, pardon. Et donc, on a des relations extraordinaires, ça s'appelle la Grande Alliance. Et dans cette Grande Alliance, eh bien, on a entre autres la France, vend à l'État d'Israël des armes. Et tout le matériel militaire israélien est en fait un matériel militaire français. Et en 1958, donc, on a la montée au pouvoir de Charles de Gaulle, on a la création de la Ve République. Et à ce moment-là, on commence un lent refroidissement des relations. Et le climax, le sommet de ce refroidissement va être au moment de la guerre des 6 jours. On peut dire que la France va utiliser ce prétexte pour dire à Israël qu'ils sont vraiment pas contents de ce qui vient de se produire. Et à ce moment-là, Charles de Gaulle décide d'ordonner un embargo, mais il faut savoir que l'embargo, il l'ordonne avant le début de la guerre des 6 jours. D'accord. Avant le début de la guerre des 6 jours, puisqu'il ne veut pas que Israël attaque ses voisins, il dit voilà, nous on vous met un embargo. Et donc on a cet embargo qui a été imposé, mais il faut savoir qu'en 1965, donc 2 ans plus tôt, la France a quand même passé un contrat avec l'État d'Israël pour la vente de 12 vedettes. Ce sont des canonnières lance-missiles. Donc ce serait en fait l'équivalent de ce qu'ont les soviétiques, de ce qu'ont l'armée égyptienne, de ce qu'a l'armée égyptienne, puisque ce sont les soviétiques qui leur ont vendu. Et dans ce contrat, on dit que ces navires n'auront pas de système d'armes, puisque ce sera Israël qui l'installera. Bon, c'est un système qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Israël qui achète des grosses pièces militaires et qui les retravaille sur place. Et donc ce chantier va commencer à Cherbourg. Ce sont donc, comme je vous l'ai dit, les constructions mécaniques de Normandie, SMN, qui vont s'occuper de réaliser cette commande. Alors après la guerre des 6 jours, le général Charles de Gaulle va décréter cet embargo juste avant le début de la guerre. Donc c'est gelé. C'est gelé, et donc on a 5 de ces vedettes qui ont été livrées avant l'embargo et 5 autres qui sont encore bloquées à quai. On les fait amarrer dans le port de commerce et impossible donc de les faire sortir. Elles ont été payées par Israël? Alors elles ont été payées un premier tiers. D'accord. Et les 2 autres tiers devaient être payés au moment de la livraison. Et en fait, ce qui va se passer, l'État d'Israël, qui voit que les choses n'avancent pas, va mettre en place une ruse. Alors c'est une société d'apparence norvégienne qui va demander à la France et à Israël de racheter ces vedettes, puisque ces vedettes elles sont prêtes, elles sont bloquées. Ils disent écoutez, non, on va les racheter, nous on a besoin de ces petits vedettes dans la recherche pétrolière en mer du Nord. Les Norvégiens. Donc pourquoi est-ce que en fait cette vente est organisée? C'est pour permettre au moment de l'exfiltration ou du vol de ces vedettes que Israël juridiquement soit dans une situation un peu moins problématique. D'accord.
donc l'État juif accepte, la France accepte aussi. Donc c'est. Mais la Norvège était dans le coup en fait. C'est pas la Norvège, c'est une société norvégienne. Ah, une société norvégienne. Donc c'est un businessman norvégien proche d'Israël qui est d'accord de faire la chose. Et donc c'est ainsi que les navires donc sont vendus, mais quand même ils sont quand même amarrés à quai, ils ne peuvent pas bouger. Et dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc la nuit de Noël, comme je vous l'ai dit à 2h du matin, hop, les vedettes appareillent malgré un mauvais temps. Et à leur bord, on a quand même 150 marins et officiers israéliens. Donc on a des marins et des officiers israéliens qui vont arriver par la côte en pleine nuit, qui vont monter sur les navires. Et parce que c'est vrai qu'un navire. Opération, hein. Pardon ? Une véritable opération. Véritable opération. Et puis pour surtout des navettes, faut savoir les conduire, quoi. On peut pas. C'est pas, j'ai pas une voiture où on rentre dedans et puis ça roule tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a quand même 150 personnes qui sont sur place. Tout va être supervisé par l'amiral Mordechai Moka Limon, qui s'occupait de ça. Et puis elles vont donc ces vedettes, elles vont être ravitaillées 2 fois en mer et elles vont arriver triomphalement à Haïfa le jour de l'an, où elles vont être accueillies par le ministère de la Défense Moshe Dayan. Alors, et les Français ont été très en colère. Et les Français ont été très en colère et nous on était très contents. Voilà. Et donc c'est cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, qui est quand même une histoire assez extraordinaire. Alors, il y a eu d'autres sanctions par la France à la suite de ça en fait, au final, Israël a payé ce qu'il devait payer par le biais de la Norvège, puisque c'est de la Norvège, de ce businessman norvégien qui lui a payé. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ça a plu, entre guillemets, à tout le monde, puisque les Français vont décider de continuer leur embargo et de ne pas payer ne pas vendre aucune arme à Israël. Donc les Israéliens vont à ce moment-là se tourner vers les États-Unis pour acheter leurs armes, alors que juste avant, la France fournissait 90% des armes israéliennes. Israël va aussi développer son industrie de l'armement grâce à ça. Voilà. Et il faut dire que les chantiers Amio, donc ces chantiers de Cherbourg, vont être super médiatisés avec cette histoire. Et donc grâce à ça, ils vont recevoir dans les années suivantes des commandes de ce type de patrouilleurs par la Grèce, la Malaisie, la RFA, l'Iran et la Libye. Tout le monde est content. Exactement. Une dernière petite anecdote. Un jour, j'étais dans l'avion, je faisais le voyage Tel Aviv-Paris, et puis je discutais avec une femme qui parlait un français parfait, mais qui était israélienne à 100%. Au bout d'un moment, je lui dis, mais d'où parlez-vous aussi bien français ? Alors elle me dit, écoutez, mon père était diplomate dans les premières années d'État d'Israël, et donc à l'époque, quand on faisait le tour du monde, pour que je puisse suivre une éducation qui se ressemble, j'étais au lycée français, donc j'ai en fait étudié dans le monde entier au lycée français, c'est de là que je parle français. Alors je dis c'est intéressant, et puis on continue de parler en français, et elle me raconte que son père était l'attaché militaire de l'État d'Israël, de l'ambassade d'Israël en France au moment de l'histoire des vedettes de Cherbourg, que elle, ce Noël 69 était au ski avec des amis, et qu'elle se souvient comment au milieu de la nuit il y a eu un coup de fil qui l'a réveillée avec son père au bout du fil qui lui dit chérie, on vient te chercher tout de suite, on rentre en Israël, ne pose pas de questions. Et puisque bien entendu, comme il était l'attaché militaire, donc une partie de la faute, les Français ne savaient pas sur qui mettre la faute, donc ils ont mis la faute sur l'attaché militaire, c'était la chose la plus logique. Et donc elle m'a raconté comment en pleine nuit elle est rentrée en Israël et elle a écourté ses vacances au ski. Voilà, donc 25 décembre 1969, c'est Vedettes de Cherbourg. Merci de nous en avoir parlé. Vous n'êtes pas trop embêté par la pluie à Jérusalem ? C'est un bonheur. C'est un bonheur. Qui pleuve encore plus. Voilà. Merci Léona. Bonne journée. 8h37, la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.